Alors c'est sans surprise. On apprend évidemment que le jeu se fait malheureusement en plein crunch. Sony serait déçu de ses ventes de jeux ainsi que de son abonnement au PlayStation Plus. Puisqu'ils ont quand même racheté Eidos Montréal, donc les créateurs, la licence Tomb Raider, c'est surtout pour ça qu'on s'en souvient. Je pense que beaucoup de gens attendent Diablo 4, et ça se comprend. Les Gactus, messieurs, dames, bienvenue, welcome to the Gactus. Attendez, laissez-moi mettre une petite musique. On est sur l'actualité gaming. On a des actus que je trouve intéressantes parce qu'il y a eu la CES tout récemment. La CES, c'est quoi? C'est le salon internet. Je ne connais pas l'acronyme, mais c'est le salon de la technologie en gros qui a lieu à Vegas chaque année. Il n'y avait pas eu durant le Covid, mais il y a normalement chaque année. Et c'est là qu'un peu, tu as toutes les technologies qui sont présentées à Vegas, baby. Vous le savez, personnellement, j'ai voulu me choper la PS5 pour Noël. J'ai hésité, mais j'aurais pu, dans le sens où elle est plus ou moins disponible. Elle est plus ou moins disponible souvent, vous la voyez. Vous en avez peut-être déjà eu une à Noël, peut-être pas, je n'en sais rien. Je sais même pas si vous voulez une PS5 ou pas. Mais on a Jim Ryan, qui est CEO de Sony, je ne le savais pas, je l'ai appris avec cette news, qui s'est exprimé du coup au salon de la technologie, au CES 2022, qui a expliqué qu'il devrait y avoir des PS5 courant 2023 qui apparaissent dans vos magasins, qui redeviennent disponibles et qui ont une disponibilité standard. Enfin, je rappelle qu'évidemment, si elle était plus disponible, c'est la crise des microconducteurs. Si je dis pas de conneries, est-ce que je l'ai noté ça? Oui, pénurie des microconducteurs, c'est ça. Est-ce que vous, déjà, vous avez une PS5? Je pense que la réponse de beaucoup de gens vis-à-vis de la PS5, enfin, j'ai le feeling, peut-être que je me trompe, mais c'est ça. Sony serait déçu de ses ventes de jeux ainsi que de son abonnement au PlayStation Plus. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que la line-up de jeux est nulle à chier. Elle est nulle à chier, la line-up de jeux PS5. Ça fait 2 ans qu'elle est sortie, je pense. Honnêtement, là, je le dis de tête. Et on a quoi? On a Demon's Souls et God of War. Peut-être Callisto Protocol, à la limite, qui est un jeu qui, je pense, mérite d'être acheté sur Next Gen et pas sur Old Gen, comme on dit. J'ai pas d'autres jeux. Il y a Ratchet & Clank. Ok, mais il est sorti il y a 2 ans lui aussi. Maintenant, il faut que ça bouge. Hein. Les jeux, le line-up Sony, je le trouve pas intéressant du tout. En fait, ils méritent pas d'acheter une console qui coûte 500 balles, hein, je le rappelle. 500 balles la console de Sony, quoi. Et c'est pas prêt de baisser. Hein. Ils ont annoncé que le prix changerait pas. Hein. Donc 500 balles ta PS5, franchement, ça fait rush. Oui, j'ai mis quand même. Je me suis fait chier à mettre un petit graphe que j'ai adapté aux couleurs de l'émission. C'est un tableau de VG Charts. Donc on voit que la PS5 avait un bon départ. On en avait parlé dans les Gactus d'ailleurs. Elle avait eu un meilleur départ que la PS4, avec plus de ventes que la PS4 pour courant même période. Mais on voit que ça ralentit. Alors je pense que c'est pas un problème. Je pense que s'il n'y avait pas eu la pénurie des microconducteurs, je pense que ce serait déjà bien plus haut que la PS4. Je pense, c'est mon feeling, mais je pense qu'effectivement, avec le line-up de jeux qu'a proposé la PS5 et la concurrence Microsoft qui s'est beaucoup racheté avec son Game Pass, je pense que Microsoft est vraiment re-rentré dans la course gaming, là où ils étaient foirés avec la Xbox One. Je sais pas votre feeling là-dessus, mais je trouve que le Game Pass, ils ont une offre qui est genre indéniablement bien. Ils ont une offre qui est indéniablement bonne, en fait. Franchement, hein. Et Sony, avec leur line-up de jeux, bah, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Et ça, c'est malgré les fêtes de Noël, je voulais le préciser, où normalement les fêtes de Noël pour le gaming, mais pour tous les autres domaines de vente, c'est une période cruciale, puisque c'est là que tu vends beaucoup de jeux, que tu vends beaucoup de produits. Également au CES 2022, je voulais en parler parce que je trouve que c'est chouette. Sony, ils ont annoncé une belle nouvelle manette. Franchement, elle est cool, non? En fait, c'est une manette destinée aux personnes en situation de handicap. Je pense que vous l'avez déjà vu, peut-être celle de Microsoft. Je l'ai pas là sous la main, mais celle de Microsoft, elle est assez réputée pour être de qualité apparemment. Le problème de ces manettes qui sont pour personnes en situation de handicap, c'est que si toi, t'es pas dans ce cas-là, c'est dur de juger en fait si c'est une bonne manette ou pas. En fait, il faut vraiment se fier aux gens qui sont dans cette condition-là. Mais nous, on peut pas vraiment en témoigner, je pense. Hein. Mais en tout cas, elle est jolie. Je trouve que toutes les objets PS5 sont beaux. Les manettes sont belles, les casques sont beaux. La PS5, par contre, je la trouve pas belle, mais je trouve que c'est beau. Et j'ai envie de vous parler du jeu que sûrement... j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup plus de gens que ce que j'aurais cru l'attendent. Peut-être que vous, c'est ce qui vous aurait fait cliquer si c'était une vidéo YouTube. Peut-être, je n'en sais rien. Diablo 4, mes amis. Diablo 4. Diablo X9. Diablo X9. Je ne sais pas si de chez vous, vous l'attendez. Diablo 2 est réputé pour être un des best jeux ever dans le cœur des PCistes.
Et je sais que Diablo 4 est très attendu. Ça m'avait surpris en fait la dernière fois que j'en ai parlé, où genre Yankee a dit oh putain Diablo 4, let's go. J'avais été surpris. Diablo 4, voilà, Nox, merci. Je pense que beaucoup de gens attendent Diablo 4 et ça se comprend. Mais on a des news des développeurs, et Activision Blizzard continue dans la lignée des casseroles qu'ils ont déjà accumulées depuis longtemps. Alors c'est sans surprise qu'on apprend évidemment que le jeu se fait malheureusement en plein crunch, avec un crunch intense dont les développeurs se plaignent. En fait, c'est Washington Post qui a fait un long article sur tout le sujet avec plein de personnes qui travaillent, qui sont à l'intérieur d'Activision Blizzard, qui témoignent. Et qui témoignent du quotidien en fait que vivent les développeurs sur Diablo 4. Et donc, beaucoup de gens partent du studio, beaucoup de gens demandent des meilleures conditions. Et ça, je voulais le préciser parce que je trouve que c'est cool en fait que les gens partent pour trouver des meilleures conditions, trouver des heures plus raisonnables, un salaire plus intéressant. Parce qu'en fait, si les gens restent dans les studios de merde comme ça, qui ont du crunch, je pense que ça pousse le monde des développeurs à faire ce crunch. Disons que si tu le normalises, il va se poursuivre. Alors que si les gens disent non et se cassent pour des meilleures conditions, ça pousse les studios à avoir une meilleure culture d'entreprise. Et donc évidemment, voilà, beaucoup de crunch, les gens ne rentrent pas chez eux. Si vous êtes intéressé, allez sur l'article du Washington Post. Mais il y a un truc en plus que je trouve intéressant, dont j'avais envie de parler, que je trouve hyper curieux. Les développeurs d'Activision Blizzard proposent quand même de compenser les heures sup, mais avec quelque chose dont j'avais jamais personnellement entendu parler. Peut-être que des gens qui ont vraiment travaillé dans les studios pourront dire que ça se fait, que c'est plus fréquent qu'on croit, c'est possible. Mais il se trouve que les développeurs de Diablo 4, enfin les leaders de Diablo 4, proposent aux employés des parts d'actions chez Activision Blizzard pour compenser leurs heures sup. Donc en gros, je dis des chiffres complètement au bol, mais voilà, tu fais 5 heures sup, t'as une action chez Blizzard. Pourquoi c'est un problème? Pour moi, pour une chose évidente, c'est qu'en fait, le prix, le cours de ton action, elle dépend évidemment de la santé d'Activision Blizzard. Si Diablo 4 flop, le cours de l'action va baisser, et donc ton heure sup va être moins payé, alors que si ton jeu cartonne, il va être mieux payé. Donc ça pousse de façon insidieuse les développeurs à bosser encore plus pour Diablo 4, ce que je trouve personnellement pas très classe. Bonjour, ça se fait beaucoup depuis l'existence de jeux vidéo, merci, du coup je le savais pas, tu vois, et ça a toujours été une mauvaise idée. Voilà. Merci à Studio d'avoir témoigné là-dessus. On a, j'ai mis un témoignage d'une des personnes que je trouvais intéressant. Ils incitent les dirigeants à prendre des raccourcis, à faire des compromis et à livrer des produits qui ne sont pas prêts à être commercialisés, au lieu de faire ce qui est mieux pour le long terme. C'est un peu toujours ça, quoi. Effectivement, je pense sur le court terme, Diablo 4 va très bien se vendre quoi qu'il arrive, mais pour le long terme, je pense qu'à l'image de la franchise, ça va pas être bon, quoi. Tout bêtement, Diablo 4 sort le 6 juin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le jeu a déjà été beaucoup repoussé, et apparemment les développeurs souhaiteraient encore le repousser, mais les dirigeants ont dit, bah là on l'a trop repoussé, malheureusement ce sera pas le cas. Le jeu ne pourra pas sortir le 6 juin sans crunch évidemment, et surtout, on ne sait pas si avec le crunch on arrivera à un bon résultat. En fait, ils n'ont pas dit ça, ils ont dit on ne sait pas si on arrivera tout court à finir le jeu. Donc moi ce que je peux vous dire c'est, dans l'état actuel de ce qu'on sait du développement de Diablo 4, ne l'achetez pas le 6 juin. Attendez de voir évidemment les journalistes qui testent le jeu, qui regardent s'il est buggé, qui ont une vraie vision, normalement, on espère toujours, hein, parce que voilà, c'est compliqué, ne regardez pas sur jeuxvideo.com bien sûr, qui donneront l'avis sur le jeu, est-ce qu'il est terminé, etc. Mais le 6 juin, en l'état actuel, il a pas l'air d'être fini. Le crunch dans le jeu vidéo, c'est uniquement une grosse faiblesse de management, gère ton projet, gère ton équipe, gère ton budget, et t'as pas besoin de forcer tout le monde jusqu'au bout. Oui, bah c'est souvent ça qu'on pointe du doigt, mais faut dire que le jeu vidéo, historiquement, j'avais lu un livre intéressant sur le développement de Witcher 3 par je sais plus qui, mais qui était intéressant, où il parlait de ça. Historiquement, on n'a jamais vraiment su faire un jeu vidéo sans crunch. Hein. Bon, maintenant, il y a des studios qui commencent à briller pour ça. Je pense à Supergiant Games qui ont fait Hades avec une culture vraiment où ils ont essayé de comprendre pourquoi il y avait du crunch inhérent dans la création de jeux vidéo et comment l'éviter. C'est hyper intéressant. Je vous conseille le podcast Fin du Game si vous êtes intéressé par ça sur Hades. Il parle pas mal du développement et c'est assez intéressant. Je pense qu'actuellement, et c'est le cas qu'on a eu après le Covid, etc., qu'on passe sur une remise en question du travail, sur quelle place ça doit prendre dans notre vie. Et je trouve que ce questionnement, il est bon. Il est bon. Vous voyez, on parle pas mal de quiet quitting, etc. ces derniers temps, et je pense que c'est bien de se poser ces questions-là. Moi, je pense que c'est bien qu'on commence à repenser le travail. Putain, attendez, merde, on fait pas toutes ces IA qui font le travail à notre place pour travailler plus, non ?
Quand t'es employé, t'as des sécurités, un contrat, des règles. Justement, si tu vis dans une boîte de jeu pour faire du 35 heures, je ne vois pas comment un jeu peut sortir fini. Bah, c'est toute la question. C'est toute la question, vous verrez, c'est intéressant. Si vous voulez vous renseigner un peu plus là-dessus, je vous le dis, le podcast Fin du Game sur Hades, bon, il parle de tout le jeu, il parle pas que du développement. Bref, j'avais envie de parler de la suite. Je vous ai évoqué mon point de vue sur le fait que peut-être ça allait favoriser Microsoft dans le rachat d'Activision Blizzard, parce que Microsoft ont une réputation actuellement de personnes qui évitent le crunch. En tout cas, ils n'ont pas beaucoup de casseroles, et avec leur studio, ils essayent de continuer là-dessus. Et ça, en vrai, c'est assez impressionnant, et pour la taille du studio, et c'est cool à en parler. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de Microsoft, de rachat d'Activision Blizzard? Parce que c'est littéralement le putain de feuilleton du monde du jeu vidéo de ces derniers mois, de cette dernière année, et c'est vrai que c'est intéressant de ouf. Alors, pour recontextualiser, je lis tout simplement ce qui est écrit, ce que vous pouvez voir. Le 18 janvier 2022, Microsoft affirme souhaiter racheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. En comparaison, Bethesda, vous vous souvenez, Microsoft avait racheté Bethesda, qui était déjà le plus gros rachat dans le monde du jeu vidéo, pour 8 milliards, si je dis pas de bêtises, pour 8 milliards de dollars. Là, on parle de 68 milliards. C'est dans le top 3 ou top 4 des plus gros rachats au monde dans le domaine de la culture. Donc quand une entreprise veut racheter un si gros ponte dans le domaine, évidemment, on a heureusement des organismes qui s'occupent de réguler ça pour éviter un monopole. Parce que imaginons que Microsoft rachète Activision Blizzard, ils ont énormément de licences et ils sont très très influençants dans le monde du gaming, en plus du Game Pass, etc. Et donc c'est un bouleversement dans l'économie du monde du gaming, c'est intéressant. L'Apple Store et Play Store, le monopole, on dirait... Si, c'est discuté. C'est marrant que tu dis ça, mais c'est effectivement, par exemple, je veux pas rentrer dans les détails, parce que comme vous le pensez, je suis pas très calé là-dessus. Moi, je vous dis ce que j'ai lu, ce que j'en sais à peu près, ce que j'ai compris de tout ça. Mais donc, la commission qui s'occupe de ça en Angleterre fait actuellement une enquête sur Apple et Play Store, qui sont évidemment des monopoles terribles, hein, bien sûr. Mais du coup, on a la FTC, qui est grosso modo la commission en Amérique, enfin aux États-Unis, qui gère les rachats, de réguler le marché en gros, qui sont ouvertement opposés et qui portent en justice, qui portent en procès, qui amènent Microsoft en procès courant été, il me semble. Eux on dit c'est pas normal, on peut pas mettre tant de pouvoir dans les mains de Microsoft, ce qui en vrai, moi je l'entends. Hein. Microsoft va aller faire ce procès en été, mais entre-temps, on a d'ailleurs ce mois-ci, normalement, on devrait avoir la réponse. On a l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, et l'Europe, qui vont, eux, dire s'ils sont, pour eux, d'accord avec ce rachat ou non. Si, ça, c'est les dires de Microsoft. Si l'Europe et l'Angleterre disent oui, eux, donc Microsoft, s'en foutent du procès en été et disent on confirme le rachat. Si telle chose arrive, la FTC, donc la commission aux États-Unis, n'aura pas d'autre choix. Il devrait faire une demande d'injonction, voilà, c'est ça le terme. Moi, je vois pas trop à quoi ça fait référence, mais la demande d'injonction ferait que ça serait plus haut et que ce serait du coup le tribunal fédéral qui gérait l'affaire et plus la FTC. Et dans ce cas-là, selon les avocats de Microsoft, ils auraient de grandes chances de gagner. Donc le but actuellement de Microsoft, c'est que l'Europe et l'Angleterre disent oui le plus rapidement au rachat pour pouvoir aller au tribunal fédéral pour confirmer le rachat et avoir le truc. C'est hyper intéressant parce que pour une fois, bon c'est pas la seule fois, mais les yeux sont tournés sur l'Europe, puisque c'est l'Europe qui va être déterminante dans le rachat ou non d'Activision Blizzard. Sujet suivant, plus léger, mais je suis très content d'en parler, matez la gueule de ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Oui, vous ne rêvez pas, c'est une manette de GameCube. 2 câbles sur la Switch qui apparemment a l'air cool, Ah shit, here we go again. Moi je suis méga friand des manettes de GameCube et je me suis imaginé mettre cette putain de manette, ce putain de contrôleur sur ma Switch. Alors vous l'avez vu, hein, c'est pas un studio officiel, c'est pas du tout Nintendo qui produit ça. Back to Smash, un peu. De toute façon une manette de GameCube, elle est faite pourquoi si ce n'est pas pour jouer à Super Smash Brothers. Mais en tout cas, très belle manette, fait par un studio par une entreprise qui apparemment faisait déjà pas mal de contrôleurs. Elle a l'air cool, elle est déjà en rupture de stock, mais elle a l'air cool.
Autre news intéressante, on parle encore... De toute façon là, cette année-là, c'est les rachats de jeux vidéo partout, le rachat de studios. Et on va parler d'un autre rachat, encore un autre rachat. Est-ce que vous êtes familier avec Embracer Group? Est-ce que vous connaissez ce truc? Moi personnellement, je le connaissais pas avant de m'intéresser à cette news-là. Je pense pas trop de monde le connaît. C'est un groupe suédois de distribution de jeux vidéo qui ont des licences telles que Gearbox, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, Borderlands. Ils ont Saber Interactive, encore une fois, si je dis pas de bêtises, World War Z, THQ Nordic, j'ai aucun de leurs jeux en tête. Mais c'est donc un gros studio du monde du jeu vidéo. Ils ont racheté un autre studio, encore un, et je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un studio, des studios, ils ont racheté plusieurs studios qui est assez influent dans le monde du jeu vidéo, puisqu'ils ont quand même racheté plusieurs studios à Square Enix. Ils ont racheté Square Enix Montréal, ils ont racheté Crystal Dynamics, donc les mecs qui ont Deus Ex, et ils ont racheté Eidos Montréal, donc les créateurs, la licence Tomb Raider, c'est surtout pour ça qu'on s'en souvient. Mais ce qui a été retenu, c'est surtout, et c'est pour un prix de 300 millions de dollars. Alors je sais que dit comme ça, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Quand on n'a pas l'habitude de voir les chiffres, on ne sait pas trop. En tout cas, ça a choqué à quel point c'est peu. Parce que par exemple, à l'époque, quand Square Enix avait racheté Eidos et donc Tomb Raider, il l'avait racheté pour 120 millions. Donc un tiers du rachat actuel de Embracer Group. Mais c'est pas aujourd'hui, Embracer Group ne rachète pas que Tomb Raider et Eidos. Ils rachètent Deus Ex avec Crystal Dynamics et TIFF avec d'autres studios. En fait, ils rachètent beaucoup de studios parce que là, c'est les plus connus, mais il y a beaucoup d'autres studios et d'autres licences qui ont été rachetés. Alors que, je veux dire, Tomb Raider, il avait été racheté en 2009 au prix de 120 millions. En 2009, si on pense que à l'inflation et à la valeur qui a dû être ajoutée avec les nouveaux 3 jeux du studio qui sont bien quand même, je dirais pas que c'est un banger, mais ils sont bien. Donc, c'est quand même un prix, c'est ridicule comme prix, ils sont dans la sauce Square Enix ou quoi. C'est ce que tout le monde s'est demandé en fait. C'est un peu ce que tout le monde s'est demandé parce que c'est que le prix paraît insignifiant en fait. Le prix paraît insignifiant et on sait pas trop pourquoi il y a eu un deal à un prix si bas. Avant de passer à El Famoso calendrier des sorties, qui est un petit peu ce que tout le monde veut savoir, les sorties du mois, etc. J'avais envie de conseiller un jeu pour une fois. J'avais envie de conseiller un jeu, je le fais pas souvent. J'ai réfléchi longtemps à quoi vous proposer, il faut que ce soit un petit peu original. Salut Bagheera, comment tu vas? Fallait que ce soit un petit peu original. Donc je me suis dit, un jeu que peut-être pas tout le monde a joué, peut-être pas tout le monde connaît. Ça s'appelle Yotun. Et c'est un petit... comment on appelle ça? Un boss fighting. C'est mon avis personnel, vous l'aimerez ou vous l'aimez pas, mais c'est un petit jeu qui dure quoi 4-5 heures. Donc l'achetez pas pour trop cher. C'est 100% du boss fighting. Pourquoi le jeu, je trouve, en vaut la peine? Déjà parce qu'il est super beau. En fait, le jeu a été dessiné à la main, frame par frame. Et si je dis pas de conneries, sur papier, mais j'espère que je vous dis pas de conneries. Et vraiment, les boss, j'espère qu'on les voit après, sont magnifiques. Ils ont vraiment des animations qui sont très très belles. Imaginez un peu Hades, mais en une seule run, et une run plus poétique un petit peu. Le jeu est vraiment cool, moi j'ai eu un petit crush là-dessus. Parce que je trouve les jeux ont pas toujours besoin d'être durs, les jeux ont pas toujours besoin d'être longs. Parfois t'as envie de vivre une petite aventure, et là c'est assez le cas. Et le jeu est vraiment beau, donc ça vaut le coup. Maintenant, ce que vous attendez tous, les calendriers de sortie du mois. Alors je n'ai pas le mois entier, je prends toujours à peu près cette semaine-là et la semaine qui suit. Mais déjà, le premier jeu dont je peux vous parler est français, messieurs, dames. Coco Rico, un jeu fait par Microids. Ça s'appelle Scrap Riders. C'est un jeu où vous incarnez un biker dans un monde post-apocalyptique cyberpunk. Moi, ce qui m'a marqué directement, et c'est un peu le fer de lance des jeux indés, pourquoi on s'en souvient des jeux indés, surtout pour leur DA à première vue, et c'est une DA très Metal Slug. Donc si vous aimez le rétro, déjà l'ambiance devrait vous parler, et ça a l'originalité d'être, comme voilà, c'est écrit, un beat 'em up, mais aussi un point and click, qui est un mélange qui paraît aux antithèses, puisque le beat 'em up, c'est l'adrénaline, l'action, le réflexe, etc., et le point and click, c'est littéralement l'inverse. Mais je vois que ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est One Piece. Parce que vous êtes des fans, vous êtes des fous furieux, vous êtes des weebos comme d'habitude. Vous voulez des images de One Piece, mais prenez vos images de One Piece et partez, bon Dieu. Vous allez l'acheter quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je connais rien à One Piece, donc je vais pas pouvoir vous dire c'est génial, machin truc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'encore, pour changer, ils vont sur une nouvelle île. Elle est mystérieuse, il se passe des trucs, il y aura un gros méchant, et voilà. Et c'est un JRPG, il faut le savoir, donc c'est du tour par tour, vraiment à la Jap.
Je pense que c'est un peu ce genre de jeu qui s'adresse surtout aux fans de la licence, mais on peut avoir des jeux qui sont un peu, voilà, des jeux produits, mais qui sont au final des très bons jeux. Surviving the Abyss, moi c'est mon petit coup de cœur. Alors, on a encore peu de choses sur le jeu. C'est un jeu de gestion. Moi, il me fait un peu penser dans son style de comment il a l'air de se gérer à Frostpunk, pour ceux qui connaissent. Et en gros, c'est pendant la guerre froide, vous êtes amené à faire une base au fond de l'océan, dans les abysses. Mais il y a, voilà, c'est un city builder de gestion, etc. Mais il y a un twist qui me paraît cool, c'est qu'il y a une vraie gestion feeling Subnautica, d'autant plus qu'il y a une gestion de la lumière, où il y a quelque chose qui se cache dans les profondeurs, dans la noirceur du monde. Et du coup, j'imagine que on va devoir tout faire pour éviter d'être en manque de courant. Et si il arrive qu'on a un manque de courant, se faire attaquer par une créature mystérieuse, etc. Voilà. Ah, mais la vibe, c'est cool, hein. Moi, la vibe me donne envie. Je suis assez client de ce genre de jeu. Même si généralement, je suis pas un tryharder de ces jeux, mais j'aime bien faire une petite run dessus. Perso, ça me tente. Donc voilà, si ça vous intéresse, je trouve que ça valait le coup d'en parler. Surviving the Abyss, 17 janvier 2023. Et j'ai vu Monster Hunter Dead Game. Alors, j'en parle pour une seule raison, c'est qu'il sort sur console. Et oui, je trouve que c'est pas intéressant d'en parler parce qu'il est déjà sorti sur Switch, il est déjà sorti sur PC. Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il est déjà sorti sur Switch, il est déjà sorti sur PC. C'est cool parce qu'en fait, la sortie est très très séquencée. Et en fait, on remarque que c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux pour les ventes d'un jeu. Tous les jeux Sony le font quasiment maintenant. Les Spider-Man, les Last of Us, les God of War. Et ça fonctionne en fait. Et donc je pense qu'économiquement c'est intéressant. Je reparlais d'Hades parce que j'ai écouté le podcast récemment, c'est pour ça que je l'ai bien en tête. Hades, ils ont eu aussi des sorties séquencées entre les launchers avec Epic, Steam, etc. Et ils ont tellement bien géré leur truc qu'à chaque fois c'était comme s'ils ressortaient un nouveau jeu quoi. Et un nouveau Fire Emblem. Alors moi je connais tellement rien du tout au Fire Emblem que vraiment je ne peux tellement pas vous en parler, si ce n'est vous montrer des images. Et c'est une DA qu'on n'a pas beaucoup en Europe mais qu'ils ont plus au Japon. J'aimerais bien qu'on la voit parce que je la trouve très très chouette, très animé, manga style. Et je trouve que ça a du charme. Vous voyez, je trouve que ça a vraiment du charme. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, est-ce que les gens sont hypés? Je n'en sais rien, sûrement. Ça sort sur Switch, semaine prochaine du coup. Je peux pas trop plus vous en dire. Fire Emblem, c'est une licence qui a toujours énormément marché au Japon, mais beaucoup moins en Europe. Le fait est que la plupart des gens ont connu Fire Emblem avec Mars putain, je dis Mars et il apparaît plus à ce moment-là. Sur Smash quoi. Et je vais mettre un taquet pour me souvenir que actuellement c'est la fin des Gactus, messieurs dames.